musique dès mon plus jeune âge. Et après, quand j'arrivais pas à vivre de la musique, je gardais des personnes âgées. Le 8 mars 2024, lors d'une émission spéciale consacrée à la Journée internationale des droits des femmes, Hélène Ségara prend la parole. Sa voix est douce, mais ses mots frappent comme un éclair. Pendant des années, j'ai souri en public et pleuré en silence. Ce soir-là, elle ne chante pas, elle parle. Pour la première fois, la chanteuse adorée du grand public ose évoquer ce que personne n'imaginait. Son mariage fut un cauchemar. Derrière les projecteurs, Hélène a vécu dans l'ombre d'un homme qui l'a détruite à petit feu. Isolement affectif, humiliation psychologique, manipulation subtile, tout était là. Et pourtant, personne ne voyait rien. Comment une femme aussi lumineuse a-t-elle pu rester prisonnière aussi longtemps? Pourquoi a-t-elle choisi le silence alors qu'elle avait une voix écoutée par des millions? Qui savait? Qui s'est tu? Et surtout, à quel prix s'est construite l'image d'un couple parfait? Derrière la diva, il y a une femme. Derrière la femme, il y a une blessure. Et derrière la blessure, une vérité que la France entière n'a jamais entendue. Hélène Ségara est née Hélène Aurore Alice Rizzo le 26 février 1971 à Sifour-les-Plages, dans le Var. D'origine italo-arménienne, elle grandit dans une famille modeste, marquée par les tensions et la séparation de ses parents alors qu'elle n'a que 8 ans. Elle est élevée par sa mère, qui travaille dur pour joindre les deux bouts. Très tôt, Hélène développe une forme de maturité précoce. Son enfance est rythmée par les responsabilités, les silences à table et les regards qui en disent long. À 14 ans, elle décide de quitter l'école et commence à chanter dans les pianos-bars pour gagner sa vie. C'est une adolescente déjà usée par la vie, mais animée d'un feu intérieur. Elle chante pour survivre, pour exister, pour espérer. Loin des projecteurs, la jeune fille rêve déjà d'une scène plus grande. Mais ce qui lui manque, c'est la stabilité affective. Le père absent, les repères flous, les trahisons précoces ont forgé en elle une peur viscérale de l'abandon. Hélène n'est pas seulement une battante, c'est une enfant blessée qui cherche dans chaque relation une forme de protection absolue. En 1993, elle donne naissance à son premier fils, Raphaël, d'une relation qui se terminera rapidement. Elle devient mère célibataire à 22 ans. Cette expérience renforce à la fois son courage et sa vulnérabilité. Quand elle rencontre plus tard l'homme qui deviendra son mari, elle croit, pour la première fois, avoir trouvé ce qu'elle cherchait. Une figure stable, rassurante, protectrice. Un partenaire de vie, de cœur, d'avenir. L'homme en question, discret dans les médias, est décrit comme charismatique, plus âgé, très structuré. À première vue, il incarne exactement ce dont Hélène avait besoin à cette époque de sa vie, un appui, une force tranquille. Ensemble, ils affichent une image de couple complice, équilibré. Ils fondent une famille, ont 2 enfants et s'installent dans une maison où les apparences respirent l'harmonie. Mais sous cette façade paisible, des fissures commencent à apparaître. Hélène, en recherche constante d'approbation affective, accepte souvent de se taire pour préserver une paix apparente. Les petits renoncements deviennent des habitudes, les compromis deviennent des concessions, et les silences deviennent des prisons. Ce que personne ne voit à l'époque, c'est que la chanteuse vit dans un schéma où l'amour est conditionné. Il faut être comme il faut, faire ce qu'il attend, penser à l'image du couple. À force de vouloir plaire, elle s'efface. La femme libre, engagée, passionnée qu'elle était, devient une version adoucie, édulcorée, adaptée. Son entourage note bien quelques changements dans sa personnalité, mais Hélène reste souriante, douce, professionnelle. Rien ne transparaît. Ce n'est que bien plus tard que les confidences tomberont. Elle vivait sous un contrôle insidieux, où chaque décision devait être validée, chaque parole pesée. Le doute permanent, la peur de mal faire, d'en dire trop, d'en faire trop, tout cela rongeait lentement sa confiance. Et dans cette mécanique psychologique, Hélène se perd. Elle n'est plus seulement une artiste ou une épouse, elle devient l'ombre d'elle-même. Pourtant, elle continue à monter sur scène, à enregistrer des albums, à apparaître en public avec le sourire. Le paradoxe est cruel. Plus elle brille aux yeux du monde, plus elle s'éteint dans sa vie privée. Les fondations de cette relation, censées la protéger, deviennent sa plus grande prison. Une prison dont elle ne parlera que bien plus tard, quand la douleur aura dépassé la peur et quand il sera trop tard pour sauver ce que fut, un jour, un rêve de stabilité. Entre 1998 et 2005,
Hélène Ségara devient l'une des voix les plus populaires de la chanson francophone. Son nom résonne dans tous les foyers et ses chansons deviennent des hymnes émotionnels pour toute une génération. L'album Cœur de verre explose dans les charts. Le single Il y a trop de gens qui t'aiment devient un tube monumental, certifié disque de platine. C'est un raz-de-marée. Les ventes atteignent des sommets, les tournées s'enchaînent à guichets fermés, les trophées s'accumulent sur ses étagères. En 2000, son rôle d'Esmeralda dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris propulse sa notoriété au-delà des frontières. Elle incarne la sensualité, la douleur, la passion, à la fois sur scène et dans les chœurs. La presse salue sa sensibilité unique, sa voix puissante mais chargée d'émotions brutes. Les fans se reconnaissent dans ses textes, une femme qui aime trop, qui souffre en silence, qui croit encore malgré tout. Mais ce que peu de gens devinent, c'est à quel point ces chansons sont autobiographiques. Ce ne sont pas que des œuvres d'art, ce sont des soupirs codés, des cris étouffés dans le velours des mélodies. Derrière le micro, Hélène cache déjà les premières blessures que personne ne veut voir. Au sommet de sa carrière, elle fréquente les plus grands, Florent Pagny, Garou, Pascal Obispo. Elle est invitée dans toutes les émissions de variété majeures, Taratata, Les Enfoirés, Star Academy. Elle apparaît en couverture de galas, Paris Match, Voici. Tout le monde veut sa part d'Hélène. Et elle donne, encore et encore, même quand l'épuisement guette. Dans les yeux du public, elle est la femme parfaite, belle, talentueuse, mère attentionnée, épouse épanouie. Les magazines célèbrent son image de femme forte au cœur tendre. Mais ce cœur, justement, est mis à rude épreuve, car derrière l'explosion de lumière médiatique, l'ombre grandit à la maison. Plus la notoriété d'Hélène augmente, plus son mari devient distant. Selon certaines sources proches du couple, l'homme ne supporte pas d'être éclipsé par le succès de sa femme. Un déséquilibre s'installe, subtilement mais fermement. Il ne la félicite plus, il critique ses choix artistiques, il remet en question ses dépenses. Ce n'est pas de la jalousie brutale, mais une forme d'érosion quotidienne de son estime de soi. Il suffit de petits mots, de silences calculés, de regards absents. Ce climat installe une tension permanente. À la télévision, Hélène continue d'éblouir. À la maison, elle s'excuse d'exister trop fort. Elle commence à douter. Et si c'était de sa faute? Et si elle allait trop loin? Et si elle était trop ambitieuse, trop présente, trop visible? Elle tente de compenser. Elle redouble d'efforts pour maintenir la paix. Elle cuisine, organise les anniversaires, cache sa fatigue. Elle ne veut pas que ses enfants grandissent dans le tumulte. Elle veut qu'on croie à l'harmonie. Elle y croit elle-même, ou fait prétendre y croire. Mais les signes s'accumulent. Lors des galas, il ne l'accompagne plus. Sur les tapis rouges, elle arrive seule. Lors d'un concert en 2003, des fans remarquent qu'elle fond en larmes en interprétant « Elle, tu l'aimes ». Elle dit alors que c'est l'émotion de la scène, mais ce n'était peut-être pas que ça. Un épisode en particulier va marquer un tourment silencieux. En 2005, alors qu'elle est hospitalisée en urgence pour une maladie auto-immune, son mari ne vient pas la voir tous les jours. Elle minimise cela dans les médias, prétextant la logistique familiale. Mais en réalité, c'est un isolement profond qui commence. Et la scène, autrefois refuge, devient un devoir. Malgré tout, elle continue. Quand l'éternité, mon pays c'est la terre, Hélène, chaque album est un miroir brisé de ses états d'âme. Chaque chanson cache une supplication. Mais peu de gens entendent ces SOS en pleine lumière. Trop de gens veulent croire aux contes de fées. Dans l'intimité, l'amour se désagrège, mais le mythe médiatique tient bon. Elle fait des photos de famille, des déclarations bienveillantes, elle protège l'image d'un mariage stable, car briser cette illusion, c'est risquer de briser sa carrière, et elle a trop souffert pour tout perdre. Et pourtant, malgré toute cette façade, des micro-fissures apparaissent. Des collaborateurs de longue date disent qu'elle devenait plus fragile, plus silencieuse, plus isolée. Elle venait moins aux after-parties, elle quittait les plateaux rapidement, elle ne répondait plus aussi facilement aux messages. C'est peut-être la fatigue, disaient certains, c'est le métier, disaient d'autres, mais personne n'a posé la vraie question, et si c'était bien plus grave. Pendant des années, Hélène Ségara s'est construite une armure, une image publique impeccable, une voix de velours, un sourire lumineux. Mais sous cette apparente maîtrise, un engrenage toxique s'est refermé sur elle, lentement, silencieusement. Le scandale, longtemps tu,
a commencé à se fissurer le jour où Hélène a décidé de parler. Non pas à travers les journaux à scandale, mais dans des interviews feutrées, des confidences distillées avec pudeur. Et pourtant, chaque mot sonnait comme une détonation. Elle évoque d'abord le contrôle permanent exercé sur sa vie privée. Rien n'était laissé au hasard. Les horaires, les décisions médicales, les projets professionnels. Son mari, décrit comme raisonnable par les proches, était en réalité un maître de la suggestion toxique. Il ne criait pas, il insinuait, il questionnait, il faisait douter. « Tu penses vraiment que ce rôle est bon pour toi? Tu n'es pas un peu trop vieille pour cette tournée? Et cette chanson, c'est encore toi, ça ?» À force de micro-doutes, elle finit par s'auto-censurer. Ce n'était pas un mur, mais un filet, invisible mais toujours là. Il n'était pas violent au sens classique du terme, il était méthodique, chirurgical et redoutable. Ensuite vient le chapitre de l'isolement affectif. Hélène parle de moments où, malgré les enfants, la maison, les obligations familiales, elle se sentait comme une étrangère dans sa propre vie. Ils ne partageaient plus rien. Même les repas devenaient silencieux. Lors des fêtes de fin d'année, il était présent physiquement, mais absent dans les gestes, les attentions. Un regard froid, une phrase qui claque, une indifférence appuyée, autant de blessures invisibles. Les amis du couple commencent à remarquer. Une ancienne collaboratrice de longue date confie anonymement dans un article publié par Le Parisien « Lors de certains dîners, on voyait clairement qu'ils n'étaient plus connectés. Ils échangeaient à peine quelques mots. Mais ce n'est qu'après leur séparation qu'Hélène ose poser des mots plus forts. C'était une guerre psychologique. J'étais prisonnière d'un lien que je ne comprenais plus. » Puis, les problèmes financiers émergent. Malgré sa carrière florissante, la chanteuse révèle qu'elle a parfois dû assumer seule certaines charges du foyer. Des factures impayées, des choix d'investissement discutables, une gestion de patrimoine que Hélène ne maîtrisait pas entièrement. Elle raconte avoir découvert un jour que certaines dépenses familiales avaient été faites dans son dos. Les comptes communs étaient opaques. Et lorsqu'elle posait des questions, on lui répondait « Tu n'as pas à t'en occuper, concentre-toi sur ta musique ». Cette infantilisation constante dans la gestion des finances renforce sa dépendance. Elle ne contrôle plus vraiment ni ses revenus, ni ses biens. Elle confie même avoir reçu des rappels d'impôts qu'elle ne comprenait pas, car certaines déclarations avaient été modifiées sans son consentement. Mais le coup de grâce arrive avec la trahison ultime, l'infidélité. Ce qu'elle pressentait depuis longtemps devient une certitude après avoir trouvé des échanges équivoques sur un téléphone laissé sans surveillance. Un nom, un message, un rendez-vous. Rien de spectaculaire, mais assez pour briser ce qui restait de confiance. Elle ne fait pas de scène, elle ne hurle pas, elle s'effondre en silence. Elle raconte cet instant dans une interview au Journal des femmes. « J'ai compris que je n'étais plus que l'ombre d'un idéal et que lui avait déjà tourné la page, bien avant moi. Le choc est tel que pendant des semaines, elle annule des engagements, refuse des apparitions publiques. Elle n'a pas le courage d'expliquer. Son entourage couvre son absence par un simple « elle se repose ». La presse s'empare de l'affaire bien plus tard, d'abord timidement, puis plus franchement après les premières déclarations publiques d'Hélène. Mais aucun média ne cite clairement le nom du mari. Par prudence juridique, par respect ou par peur d'affronter une vérité dérangeante, nul ne le sait. Ce qui est certain, c'est qu'un silence complice entoure encore l'identité de cet homme qui fut à la fois compagnon, bourreau silencieux et spectre du passé. Dans les coulisses du monde du spectacle, les langues se délient à demi-mot. Un producteur ayant travaillé avec elle dans les années 2000 admet « On sentait que quelque chose n'allait pas, mais elle était tellement professionnelle, elle ne laissait rien transparaître. » D'autres, plus critiques, lui reprochent de n'avoir parlé qu'après coup. Une ancienne animatrice télé écrit sur X, ex-Twitter, « Pourquoi maintenant? Pourquoi quand c'est fini? Elle avait la parole, elle avait les plateaux, elle aurait pu briser ce silence plus tôt. » Mais Hélène répond sans détour, « On ne parle pas quand on est encore sous emprise, on survit, et survivre, c'est déjà héroïque. » Un des éléments les plus troublants de cette affaire, c'est le mutisme de l'industrie musicale. Aucun soutien public de la part des maisons de disques, peu de réactions de ses collègues artistes. Seules quelques figures féminines osent un mot d'encouragement, anonymement ou par allusion. Mais la majorité se tait. Peur de froisser un système,
Peur des retombées ou simple indifférence? En dévoilant cette part d'elle-même, Hélène ne cherche pas à se victimiser. Elle éclaire un mécanisme, celui d'une femme célèbre, aimée, admirée, qui s'est perdue dans une relation toxique parce qu'elle voulait croire à l'amour, parce qu'elle pensait que le succès protégeait des souffrances privées. Mais ce n'est pas vrai. Derrière les applaudissements, il y avait des pleurs. Derrière les flashs, il y avait des doutes. Derrière la star, il y avait une femme en détresse. Et ce n'est que maintenant, des années après, que la vérité commence à émerger. Une vérité complexe, dérangeante, qui bouscule l'image parfaite qu'on voulait garder d'elle. Après des années passées à composer avec la douleur, le mensonge et l'effacement, Hélène Ségara se retrouve face à une réalité inévitable. Elle ne sait plus qui elle est. Lorsque la rupture devient officielle, ce n'est pas un soulagement immédiat, c'est un vertige, une chute intérieure. La fin du lien conjugal n'a pas été fracassante, mais rampante, comme une pièce qui se vide lentement de son air. Elle quitte un homme, mais elle doit surtout quitter un système émotionnel dans lequel elle s'est enfermée trop longtemps. L'une des premières conséquences tangibles, c'est l'effondrement de sa santé mentale et physique. Déjà fragilisée par une maladie auto-immune rare diagnostiquée en 2013, Hélène entre dans une période où les douleurs physiques se mêlent aux douleurs morales. L'épuisement chronique devient son quotidien, les crises se multiplient, les traitements s'intensifient et le moral s'effondre. Son corps lui envoie un message clair, il est temps de se sauver. Elle annule plusieurs concerts, reporte des projets, disparaît des écrans pendant des mois. Les fans, inquiets, échafaudent des théories. Mais elle garde le silence. Elle n'a pas encore les mots, et surtout, elle n'a pas encore l'énergie de les prononcer. Sur le plan familial, la séparation engendre une série de micro-séismes. Ces enfants, bien qu'aimés et protégés, ressentent inévitablement les tensions. L'un d'eux aurait souffert d'anxiété scolaire, selon une source proche, tandis que l'autre se serait réfugié dans un mutisme protecteur. Hélène tente de ménager tout le monde, de rester un pilier, mais ses fondations à elle sont déjà fracturées. Elle avoue plus tard « J'étais là physiquement, mais émotionnellement, j'étais absente ». Le sentiment d'échec la ronge. Elle se reproche d'avoir tenu trop longtemps, d'avoir normalisé la souffrance, d'avoir montré à ses enfants une version faussée de l'amour. Elle commence une thérapie, discrète mais régulière. Une amie comédienne lui aurait conseillé une psy spécialisée dans les victimes d'emprise affective. C'est là que le travail de reconstruction commence réellement. Mais tout n'est pas seulement intérieur. Le monde extérieur, lui aussi, change de regard. La perception du public devient floue. Certains la soutiennent, la portent au nu pour son courage. D'autres, plus sceptiques, l'accusent de surfer sur la vague médiatique des témoignages post-traumatiques. Certains fans se disent déçus d'apprendre que leur idole a été faible, soumise, silencieuse, comme si la célébrité interdisait la souffrance. Ce rejet partiel la blesse profondément. Elle, qui avait tout donné au public, se sent trahie par une frange de celui-ci. Elle évite les réseaux sociaux, coupe son téléphone pendant des semaines. Le bruit du monde est devenu trop dur, trop intrusif. Ce qui devait être un acte libérateur, briser le silence, devient pendant un temps une nouvelle source de douleur. Et puis, il y a la solitude. Pas celle des soirées sans compagnie, mais celle plus brutale de l'absence de regard aimant. Pendant des années, elle s'est définie à travers le prisme du couple. Même toxique, cette structure existait. Aujourd'hui, il ne reste que le vide. La nuit, elle pleure souvent. Le jour, elle sourit aux enfants, aux équipes, aux journalistes. Mais en elle, le gouffre est béant. La musique elle-même devient difficile. Les mots lui semblent vides, les mélodies trop sucrées. Elle tente de composer, mais ses doigts tremblent. Sa voix, pourtant intacte, est chargée de larmes contenues. Un producteur lui aurait suggéré un album sur la résilience. Elle refuse. « Je ne suis pas prête », répond-elle simplement. Le deuil d'un amour est toujours complexe, mais le deuil d'une illusion est encore plus cruel, car il oblige à revoir tout le passé à travers une nouvelle lentille. Ce regard, cette parole, cette promesse, était-il sincère ou faisait-il partie d'un contrôle plus vaste ? Hélène passe par cette phase de remise en question radicale. Elle relit d'anciens messages, elle revoit de vieilles vidéos, elle tente de discerner ce qu'elle n'a pas voulu voir.
Elle découvre aussi qu'elle n'est pas la seule. Des femmes, anonymes ou connues, lui écrivent. Elle raconte des histoires similaires. Un compagnon dominateur, un amour toxique, une lente destruction de l'estime de soi. Certaines lettres sont si intimes qu'Hélène pleure en les lisant. Elle comprend alors que son témoignage, aussi douloureux soit-il, peut aussi sauver. C'est là que renaît en elle l'espoir, petit à petit, à travers la reconnaissance mutuelle, à travers la sororité silencieuse de celles qui ont survécu. Elle recommence à écrire, non pas des tubes calibrés pour la radio, mais des chansons viscérales, brutes, sans filtre. Elle reprend contact avec un ancien parolier, puis avec un pianiste de studio. Un mini-projet naît, sans pression, juste pour se retrouver. Elle retourne aussi sur scène, timidement, pas dans des zéniths pleins à craquer, mais dans des salles plus intimes, plus chaleureuses. Là, elle chante différemment, moins pour plaire, plus pour exister. Son regard change. Elle ne cherche plus à effacer sa douleur, mais à la sublimer. Une journaliste culturelle note dans un article pour Télérama « Hélène ne chante plus pour survivre, elle chante pour revivre ». Ce retour progressif à la lumière n'efface pas les cicatrices, mais il leur donne un sens. Elle n'est plus une icône fragile, elle devient une femme debout, malgré tout. Et cette posture touche bien au-delà de ses chansons. Elle devient un symbole discret mais puissant de celles qu'on ne voit pas, de celles qui se taisent trop longtemps, de celles qui, un jour, disent « stop ». Lorsque les premières déclarations d'Hélène Ségara sont diffusées dans les médias généralistes au printemps 2024, le paysage médiatique français semble d'abord pris de court. Peu s'attendaient à voir cette figure consensuelle, cette voix emblématique des années 2000, dévoiler une telle part d'ombre. La réaction du public est immédiate, mais profondément divisée. D'un côté, de nombreux fans expriment une profonde empathie. Des vagues de messages de soutien inondent ses comptes Instagram et Facebook. « Merci pour votre courage. Vous nous montrez que même les étoiles ont des cicatrices. Je vis la même chose et vous m'aidez à tenir. » Dans les jours qui suivent, plusieurs émissions de radio ouvrent des lignes téléphoniques pour parler des violences invisibles dans les couples. Le témoignage de Ségara résonne, ébranle, réveille. Mais l'élan solidaire est rapidement contrebalancé par des voix sceptiques, parfois même agressives. Certains commentateurs, notamment sur des forums et réseaux sociaux, questionnent le timing de ces révélations. Pourquoi maintenant? Elle a attendu que sa carrière ralentisse pour parler? Encore une qui surfe sur la mode du « je suis une victime ». Le cynisme est palpable. La société française, souvent partagée entre admiration et exigence, a du mal à concilier image de star et statut de victime. Plus troublant encore est le silence quasi total du monde du spectacle. Aucun communiqué, aucune prise de position officielle de la part de ses anciens collaborateurs. Certains artistes très proches, autrefois photographiés à ses côtés lors de grandes tournées ou soirées de gala, choisissent de ne pas commenter. Ni soutien public, ni remise en question du système. Ce vide assourdissant soulève une question. La loyauté dans l'industrie s'arrête-t-elle où commence la vérité? Les médias, eux aussi, traitent le sujet avec une certaine prudence. La majorité se contente de reprendre les propos d'Hélène sans investiguer davantage. Le nom de son ex-conjoint reste soigneusement occulté. Les allusions sont floues. Les titres restent prudents. Hélène Ségara se confie sur une période douloureuse. La chanteuse évoque un passé compliqué. On évite les mots comme emprise, manipulation conjugale. Le sensationnalisme n'est pas absent, mais il est tempéré par la peur des représailles juridiques ou de choquer un public encore peu habitué à voir ses idoles tomber de leur piédestal. En filigrane, une série de questions non résolues persistent dans l'espace public. Que savait réellement son entourage professionnel ? L'industrie musicale a-t-elle volontairement fermé les yeux pour préserver une image bankable? Y a-t-il eu des tentatives de dissimulation de la part de maisons de disques ou de proches? Son ex-conjoint aurait-il bénéficié de complicité passive? Pourquoi aucune autorité publique ou juridique ne s'est saisie de son témoignage? Les rumeurs, elles, prospèrent. Dans certaines rédactions, on murmure qu'Hélène aurait signé des accords de confidentialité lors de la séparation, interdisant toute citation directe. D'autres insinuent qu'un cercle d'influence aurait protégé l'identité de l'homme en question. Rien n'est prouvé. Mais le simple fait que ces questions circulent illustre le malaise.
Derrière le scandale personnel, c'est un malaise structurel que beaucoup préfèrent taire. Hélène, quant à elle, refuse de citer des noms ou d'entrer dans les détails juridiques. Elle dit ne pas vouloir nuire à ses enfants ni entretenir la haine. Mais ce choix nourrit encore le doute de ceux qui, aveuglés par le besoin de faits tangibles, n'entendent pas ce que la douleur sous-entend. Car parfois, le silence est plus révélateur que 1000 accusations. Certaines voix féminines du milieu artistique commencent néanmoins à bouger. Une ancienne actrice de télévision publie une tribune dans Libération. Quand une femme comme Hélène Ségara ose dire qu'elle a souffert d'une emprise psychologique, notre devoir n'est pas de juger, mais d'écouter. Des collectifs féministes se saisissent aussi de son témoignage pour dénoncer les violences silencieuses, non spectaculaires, mais destructrices. La parole se libère, lentement, péniblement, mais sûrement. Et dans le grand théâtre de l'opinion, une vérité douloureuse s'impose. Même les femmes les plus admirées peuvent être détruites en silence. Même les voix les plus puissantes peuvent être étouffées dans l'intimité. Et même les plus beaux refrains ne suffisent pas à couvrir les cris muets d'une vie brisée. Aujourd'hui, en 2026, le nom d'Hélène Ségara ne résonne plus tout à fait comme avant. Il ne s'agit plus seulement d'une chanteuse à la voix d'or ou d'une icône des années 2000. Il s'agit d'une femme qui a osé briser une image, exposer une douleur longtemps contenue et redéfinir publiquement ce que signifie survivre à l'enfermement psychologique. Son récit, empreint de dignité et d'émotions retenues, a fissuré le miroir des apparences et mis à nu la mécanique implacable des relations toxiques. En revisitant son parcours, on redécouvre une trajectoire marquée par l'exigence artistique, la générosité scénique, mais aussi l'abnégation personnelle. Trop longtemps, Hélène a porté sur ses épaules à la fois l'espoir du public et le poids d'un foyer devenu terrain miné. Et pourtant, elle n'a jamais cessé de chanter. C'est peut-être cela le plus bouleversant, cette capacité à continuer, à créer, à aimer, même dans la souffrance. Son témoignage n'a pas offert de happy end. Il n'y a pas eu de grand pardon, de réconciliation spectaculaire, ni même de vengeance. Juste une vérité, douloureuse, fragile, inconfortable, mais nécessaire. Ce scandale, comme tant d'autres passés sous silence, nous interroge. Combien d'autres Hélène Ségara dans l'ombre? Combien de femmes brillantes, fortes, inspirantes vivent enfermées dans des prisons émotionnelles derrière des sourires de façade? Combien de talents sont lentement éteints par des logiques de domination invisibles mais constantes? Hélène, en rompant le silence, ne réclame ni compassion aveugle ni reconnaissance médiatique. Elle réclame seulement le droit de raconter. Et ce simple acte, dans un monde encore peu habitué à entendre les nuances de la douleur féminine, est un geste politique en soi. Alors, que reste-t-il lorsque les projecteurs s'éteignent? Il reste une femme debout, marquée, mais libre. Il reste une voix, plus grave, plus rauque, mais plus vraie que jamais. Et il reste une question, suspendue comme une note tenue au bord du silence. Combien de vérités faudra-t-il encore taire pour que la société accepte enfin que la violence ne crie pas toujours ?